Plogoff, pour ou contre la centrale nucléaire, résultat demain de l'enquête d'utilité publique. Mise en garde de Jacques Barrot, médecin, contre les augmentations sauvages des honoraires. Objectif de Raymond Barre, réconcilier les Français et leur administration. Voilà, monsieur, bonsoir. Plogoff, le nom de ce petit village perdu au milieu de la lande bretonne, complètement inconnu il y a quelques mois encore, est devenu aujourd'hui le symbole de la lutte entre les antinucléaires et les pouvoirs publics qui, dans ce cas précis, se doublent d'une opposition, je dirais, sentimentale de la population à l'installation d'une centrale. Demain se termine l'enquête d'utilité publique dont le but est, je vous le rappelle, de faire connaître aux intéressés le projet et d'enregistrer leurs propositions ou leurs remarques. Il nous est donc apparu intéressant, à cette occasion, d'enquêter sur place pour essayer de mieux comprendre les sentiments de la population de Plogoff. Un reportage de Gérard Rinet. Le Cap Sizun, c'est le bout de la Bretagne, le bout du monde. Des hectares et des hectares de landes dévalant sur des falaises déchiquetées 40 mètres plus bas. Une région balayée par des vents propres, comme disent les marins. Et c'est là que l'on doit construire une centrale nucléaire, aux portes de Plogoff, parce que la Bretagne ne produit pas assez d'électricité. 20% seulement de sa consommation. Difficile à admettre, difficile à comprendre pour les habitants du Cap que leur lande, imprégnée de légendes, puisse un jour devenir le piédestal d'une centrale nucléaire. Cette lande représente énormément une certaine liberté, surtout ce que la nature nous a légué. Comment dire, c'est vivant, comment vous dirais-je, je ne peux pas vous dire sur le coup ce que ça représente, mais alors pour moi c'est tout. Vous voyez, de ma vie de marin, j'étais dans les ports, j'étais dans les villes, je me sentais enfermé. Ici, je me sens libre, je me sens vivre. Pêcheurs ou non, les habitants de Plogoff sont unanimes à dénoncer, plus que le nucléaire, ce qu'ils appellent le crime contre le paysage que représenterait cette centrale. Une énorme masse de béton et d'acier de 60 mètres de haut, accaparant plus de 200 hectares et condamnant 2 km de plages et de criques. De cette usine partiraient, après un passage souterrain de quelques centaines de mètres, 4 lignes à haute tension montées sur des pylônes espacés de 500 mètres. Le premier pylône se situerait au bas de ce manoir. En définitive, vous voyez donc que tout le monde est concerné, et peut-être même plus la commune de Cléden-Cap-Sizun qui subirait toutes les infrastructures routières, ferroviaires, les ports, parce que Plogoff, bon, il y aurait évidemment le site qui en lui-même est assez prestigieux de Gâcher, mais il s'agit aussi de tout un arrière-pays qu'on vient de protéger. Si vous connaissez la Bretagne intérieure, un patrimoine, oui, tout un patrimoine en définitive, c'est le but de notre lutte, si vous voulez. C'est un aspect, sans compter, si vous voulez, sans parler du danger nucléaire qui existe, c'est un aspect quand même primordial de vouloir conserver le patrimoine breton. La détermination des habitants de Plogoff tranche avec ceux de Brinillis, en plein cœur des monts d'Arrée, où fut installée il y a une douzaine d'années une petite centrale nucléaire. J'ai été dans la pile, j'ai été dans le fond, un peu partout, dans les casines, un peu partout là-dedans. Et je me porte bien. Ça a procuré des emplois, la ville? Pas tant que ça, mais pour les commerçants, toujours un peu, quoi. Mais autrement, parfois, pas tant que ça. Hein. Vous n'avez pas le sentiment que le paysage est un peu bouleversé? Oh, ça sûrement, oui, ça a changé hein, depuis que je suis né. Comment c'était avant ici? Ah ben là, c'était des prairies, des champs, un peu de tout, quoi. Puis il y avait une petite rivière qui descendait là, au milieu. À l'origine, EDF avait le choix entre 5 sites le long des côtes bretonnes pour l'implantation d'une centrale. Des problèmes d'accessibilité et la présence d'habitations ont fait que 3 sites ont été abandonnés dès 1975. Restaient Plogoff et Plouméguer, près du Conquet. Une lande nue, des flots agités permettant le mélange des eaux tièdes rejetées par la centrale ont conduit les pouvoirs publics à retenir Plogoff. L'ennui, c'est que sans doute on a oublié que vivait ici un peuple secret, un peuple de marins attachés avant tout à leur cadre de vie. Ne quittons pas la Bretagne pour parler maintenant de la pollution des pétroliers au large de ses côtes. Ce matin à Rennes, le président de l'Union des villes du littoral ouest européen, créé en 1978 après la catastrophe de la Moco-Cadiz, a présenté un certain nombre de propositions pour renforcer la sécurité. Nous allons y revenir dans quelques instants. Il a été bien sûr question du Tagno, le pétrolier malgache coupé en deux, dont l'arrière
a été acheminé jusqu'au Havre et sera débarrassé de ses 13 000 tonnes de pétrole à partir de samedi. Par contre, pour l'avant, toujours immergé, aucune solution n'a encore été trouvée. François Cornet. La partie arrière de l'épave changera demain de poste d'amarrage dans le port du Havre pour être remorquée dans un bassin dont l'accès pourrait être fermé rapidement en cas de pollution accidentelle par des barrages flottants. Les techniciens ont réussi à remettre en route les chaudières du pétrolier. Les 10 000 tonnes de fioul lourd enfermées dans les cuves de l'arrière seront réchauffées à une température de 50 degrés pour être pompées. Cette cargaison représente une somme de 8 millions de francs et reste acquise à son destinataire initial, une société italienne. La prise de mer d'autrefois n'a plus cours aujourd'hui dans le code maritime. Pendant ce temps, en Bretagne, les vents violents ont poussé de nouvelles plaques de mazout vers les côtes. 800 hommes sont maintenant mobilisés. Le nettoyage des plages durera de 3 semaines à 2 mois. En haute mer, au-dessus de la proue immergée du Tagnon, on observe des irisations de pétrole. Aucune solution concernant cette partie de l'épave n'est pour l'instant adoptée. 2 possibilités sont envisagées, renflouement ou pompage du fioul. Le dynamitage de la proue, réclamé par certains élus bretons, ne provoque pas l'enthousiasme des responsables. Cette opération risquerait, selon eux, d'envoyer d'un seul coup en surface 10 000 tonnes de mazout. À propos de marée noire, un rapport publié aujourd'hui à Rennes à l'occasion du 2e anniversaire du naufrage de la Moco Cadiz sur les conséquences d'une pollution maritime a de quoi faire frémir. 200 km de côte souillées en 78, le tourisme, la pêche et les autres activités maritimes fortement touchées en Bretagne, des effets durant un quart de siècle sur les crustacés. Réaction de l'écologiste Brice Lalonde sur ce rapport. Il y a eu 260 000 tonnes, n'est-ce pas, d'animaux tués et ils ne sont toujours pas remplacés. Vous avez à la place de tous ces animaux ce qu'un savant appelait, n'est-ce pas, les mouches et les corbeaux des champs de bataille, c'est-à-dire des animaux opportunistes qui viennent manger les cadavres et les autres animaux ne sont toujours pas revenus. C'est une catastrophe extraordinaire et ça recommence. Je crois que les seules solutions sont européennes. Je crois qu'il faut un jour que les ports de la communauté européenne refusent, n'est-ce pas, d'accepter des rafios, des caisses à savon chargées de pétrole. Je crois qu'il faut vraiment que cela se fasse rapidement. Oui, ce soir, le ministre des Transports, M. Le Teul, annonce la création d'une commission d'enquête à la suite du naufrage du pétrolier malgache Tagnon. Et pour lutter contre la marée noire du Tagnon, la protection civile a besoin de renforcer ses équipes en matériel et en hommes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc envoyer vos dons, écrire ou téléphoner à la Fédération nationale de la protection civile, 157 rue Danton, 92 300 Levallois. Compte chèque postal 221 08 00 Z Paris. Enfin, le téléphone, c'est le 774 72 14. C'est contre une autre sorte de pollution, la plus souvent immobilière, celle-là, que lutte le Conservatoire du Littoral qui vient de fêter son 4e anniversaire. Le Conservatoire a déjà acheté 10 000 hectares de terrain, c'est-à-dire 120 km de côte. Il compte en acquérir 50 000 dans les 10 ans à venir. En désaccord avec le projet de convention de la sécurité sociale, nouveau projet et la réduction des dépenses de santé, la Confédération des syndicats médicaux a décidé hier une augmentation unilatérale des tarifs de consultation. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, M. Jacques Barrot, lance un avertissement aux médecins au micro de Jacques Merlino qui l'a rencontré cet après-midi. Nous ne pourrons pas accepter cette manière de faire, d'autant plus que nous sommes en pleine discussion. J'ajoute que le gouvernement a dit qu'il reverrait les tarifs de remboursement quand l'accord sur les nouvelles relations conventionnelles serait conclu. Alors, j'ose espérer que les médecins qui ont le sens des responsabilités sauront ne pas compromettre les chances que nous avons de maintenir un système qui permet à la fois la protection sociale et la poursuite d'une médecine libérale à laquelle nous sommes attachés. Le taux d'intérêt des livrets d'épargne A va-t-il passer de 6,5 à 7,5 %? Le gouvernement ne l'a pas encore décidé, mais apparemment 6,5 % pour les épargnants, ce n'est plus assez dans la période actuelle. La preuve, en janvier et en février, la collecte des caisses d'épargne a diminué de moitié par rapport à la même période de l'année dernière. Jean-Claude Renaud. 6,5 % d'intérêt, même exonéré d'impôts pour le livret A, ce n'est plus assez pour 2 raisons. 1, parce que l'inflation avoisine 12 %. 2, parce que les taux du crédit pratiqués par les banques dépassent 15 %. Il est vrai que depuis 10 ans, l'écart se creuse entre d'une part le taux d'inflation, c'est la ligne du haut, et d'autre part la rémunération des livrets ou des comptes sur livrets, les 2 lignes du bas.
Regardez, en 1970, l'écart était d'un point seulement, 4 à 4,25% pour l'épargne, 5% pour l'inflation. Il grandit ensuite jusqu'à l'accident pétrolier de 1974, 15,2% d'inflation, 6,5% d'intérêt pour les livrets d'épargne, 5,75% seulement pour les comptes sur livret des banques, mais avec pour ceux-ci une prime éventuelle de 1,5%. Ensuite, l'écart se maintient à peu près de 75 à 77 et depuis, il se creuse régulièrement. Conclusion, faire passer le taux d'intérêt des caisses d'épargne de 6,5 à 7,5% ne serait qu'un léger rattrapage. Mais pour le gouvernement, pas question d'indexer l'épargne sur l'inflation. Au contraire, il faut l'orienter vers des placements longs, comme les actions, les obligations ou les comptes à terme, qui profitent davantage à l'industrie. Cela dit, le coup de frein à l'épargne liquide est préoccupant. Les caisses d'épargne financent en effet beaucoup d'investissements. Elles prêtent par exemple aux offices d'HLM et aux collectivités locales. La guerre du mouton, une guerre très compliquée, se poursuit au niveau européen. La Commission européenne de Bruxelles a annoncé aujourd'hui qu'elle ne répondrait sans doute pas à l'ultimatum du gouvernement français, demandant hier que la Grande-Bretagne fasse des propositions chiffrées avant la fin du mois pour ce qui concerne la contribution financière qu'elle entend apporter à la communauté. Les Anglais se déclarent, eux, étonnés de cet ultimatum français, qualifié même d'incompréhensible par le ministère des Affaires étrangères. À Strasbourg, par contre, la commission parlementaire de l'agriculture s'est prononcée en faveur d'un droit d'intervention de la communauté pour soutenir les cours de la viande de mouton, comparable à celui existant déjà pour la viande des bovins. Agriculture encore, un rappel, la loi d'orientation agricole a été adoptée l'année dernière par le Sénat et le congrès de la FNSEA se termine ce soir. Vous pourrez d'ailleurs entendre des extraits du discours de clôture de son président, M. Guillaume, dans notre dernier journal. Le médiateur, M. Aimé Paquet, quittait officiellement ses fonctions cet après-midi. À cette occasion, le Premier ministre, M. Raymond Barre, a annoncé que plusieurs mesures allaient être prises pour simplifier de plus en plus les rapports entre l'administration et les publics. Et que d'ores et déjà, 3 lois défendaient les droits du citoyen dans ce domaine. La première de ces lois est la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui garantit les droits et les libertés individuelles face au développement de l'informatique. La seconde loi est celle du 17 juillet 1978 qui, grâce au travail réalisé par mesdames et messieurs les parlementaires, pose le principe général de la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Ce texte marque la fin du secret administratif dont s'entourait trop souvent notre administration. La troisième loi que je veux évoquer est celle que le gouvernement a fait voter le 11 juillet 1979, conformément aux engagements du programme de Blois. Elle oblige toutes les administrations, comme les collectivités locales, à motiver expressément toutes les décisions défavorables qu'elles seraient conduites à prendre sur le plan individuel à l'égard des citoyens. Politique française maintenant, affaire Marchais. Suite dans le numéro de cette semaine de l'hebdomadaire communiste Révolution, M. Georges Marchais déclare « Je n'ai pas de fil à la patte ». Dans un communiqué, M. Pierre Juquin, membre du bureau politique du PCF, dénonce la présence de journalistes de l'hebdomadaire L'Express, actuellement en train d'enquêter à Augsbourg, en Allemagne fédérale. M. Juquin voit dans ce déplacement des envoyés spéciaux de l'Express une machination. Enfin, M. Gaston Plissonnier, un autre membre du bureau politique du PCF, a présenté aujourd'hui une déclaration d'anciens résistants communistes exprimant leur solidarité envers M. Marchais. Il faut tout de même rappeler plutôt qu'à l'origine, ce sont d'autres résistants communistes célèbres, comme M. Tillon, qui ont soulevé les premiers des questions sur les activités du secrétaire général du Parti communiste français pendant la dernière guerre mondiale. C'est encore des relations du Parti communiste et de leurs alliés socialistes dont il va être question dans une série de reportages que nous commençons ce soir. En effet, lors des élections municipales de mars 1977, 390 villes de plus de 9000 habitants se dotaient de municipalités d'union de la gauche. Depuis, au niveau national et local, les rapports entre les deux partis n'ont cessé de se dégrader. Il nous est donc apparu intéressant de voir sur le terrain quelle était exactement la situation. En fait, seule une vingtaine de villes connaissent de véritables problèmes et nous commençons ce soir par l'exemple de Béziers où s'est rendu notre envoyé spécial Pierre Alain.
Béziers, 90 000 habitants, quatrième grande cité du Languedoc administrée par la gauche depuis 1977. Une ville qui subit lentement le vieillissement de sa population et à l'image de l'ensemble du département de l'Hérault, détient le record de chômage. Dans cet ancien fief radical, les élus communistes, socialistes et radicaux de gauche s'entendent bien. Le maire communiste Paul Balmigère, 71 ans, figure historique du parti, passe pour un homme libéral. Ici, la concertation se fait entre les élus comme avec la population. Exemple, cette réunion de quartier tenue par le maire et ses adjoints pour présenter le budget municipal. C'est en continuation dans l'histoire. Et je continue, hein. Et je continue, moi, l'histoire. Je continue. Et alors, quand même, vous travaillez, vous emmerde. Et alors, là, l'idéal, bien sûr, vous ne foutez rien, merde. Si vous allez dans le coton, j'indique ici que je parle au nom du conseil municipal tout entier qui a adopté la position que je vais défendre, que nous sommes un conseil municipal d'union de la gauche qui est toujours fidèle au contrat qu'en commun avec plusieurs tendances représentées, ce qui est l'expression de la démocratie, mais que nous sommes d'accord pour rester fidèles au contrat que nous avons ensemble signé au moment des élections municipales, et j'espère que nous irons jusqu'au bout du mandat dans ces conditions. Le conseil municipal s'est réuni... Entente cordiale donc entre communistes et socialistes, peut-être parce que les tempéraments l'ont permis, mais sans doute plutôt grâce à un savant dosage du conseil municipal qui ne donne la majorité à personne. On y trouve autant de communistes que de socialistes ou de radicaux de gauche et divers. Autre particularité bitéroise, le premier adjoint est socialiste et pour lui, le bilan de 3 ans de gestion avec les communistes est globalement positif. Chacun d'entre nous a joué loyalement le jeu. Le maire en tête et tous les élus, qu'ils soient socialistes, communistes, radicaux et même les personnalités, ont aidé pour que l'entente qui a été réalisée au départ, favorisée par le fait qu'aucun groupe dans la mairie n'est dominant, ce qui nécessite une conciliation, ce qui nécessite des concertations, quelquefois un peu longues, c'est vrai, mais quand il y a une bonne volonté, lorsque les divergences ne portent que sur des choix, des dates, des projets qu'on apprécie différemment, mais pas sur des orientations essentielles, on peut donc dire que le bilan dans l'ensemble est positif. Résultat tangible de cette bonne entente, en 3 ans, les investissements de la commune ont progressé de 100%. L'effort apporté sur l'action culturelle, sportive et surtout sociale, avec la réalisation de foyers pour les vieux, la construction de près de 300 appartements HLM, la rénovation des écoles ou encore l'aménagement du tarif des cantines. À Béziers, les querelles des leaders nationaux n'ont pas trouvé d'écho, on préfère les mêlées de rugby. Et ce soir, M. François Mitterrand vient de déclarer dans un entretien qu'il vient d'avoir avec quelques journalistes qu'il considérait qu'il y avait maintenant ouverture des candidatures pour les présidentielles, je le cite, à l'intérieur du Parti socialiste. Pour lui, le nom de Pierre Joxe, par exemple, qui a été avancé par le journal Le Matin d'aujourd'hui, l'a été parce qu'on connaît les mérites de M. Pierre Joxe. En bref, encore en France, le Parti radical socialiste a présenté aujourd'hui son nouveau sigle, une nouvelle Marianne qui remplace le bonnet phrygien. Et le président du parti, M. Bariani, a déclaré que selon lui, la France ne devait pas être gouvernée au centre, mais au centre-gauche. Le RPR lui propose des mesures en faveur des cadres et une extension de la participation. Exemple de ces propositions, l'attribution d'un salaire d'éducation à partir du 3e enfant, des garanties aux membres du personnel d'encadrement et un relèvement du barème de l'impôt sur le revenu à l'occasion du prochain budget. RPR toujours, sondage sur son président, cette fois M. Chirac, dans Paris Hebdo de cette semaine, 51% des Parisiens interrogés trouvent M. Chirac plutôt sympathique, 68% voient en lui un partisan de l'autorité et 62% estiment qu'il se sert de la mairie de Paris pour ses ambitions présidentielles. M. Jacques Chirac qui sera lundi prochain l'invité de Cartes sur table sur Antenne 2. À l'étranger maintenant, les Iraniens votent demain pour élire leur parlement. Ces élections ont lieu alors que les otages sont toujours détenus par les étudiants islamiques, au moment également où de nouveaux affrontements sont enregistrés entre rebelles kurdes et troupes gouvernementales iraniennes, au moment enfin où les États-Unis, déçus par l'échec de la Commission des Nations Unies, recommencent à menacer l'Iran de sanctions économiques et militaires. L'affaire des otages revient donc au premier plan,
Et ce que je vous propose de regarder, ce sont des images qui nous sont parvenues cet après-midi, des otages américains justement, que nous n'avions pas vus depuis très longtemps. Bruno Albin. Rarement jusqu'à présent on n'avait pu à ce point pénétrer ce qu'il faut bien pourtant appeler l'intimité des otages de l'ambassade américaine. Ces images, filmées posément, à la faveur de la visite d'un médecin, révèlent un peu mieux leurs conditions de détention. Elles nous montrent en tout cas comment ces hommes ont pu, à des degrés divers, surmonter plus de 4 mois de claustration. Pour certains d'entre eux, c'est au prix d'une évidente fatigue physique. Ils portent sur le visage la marque de cet internement. Certains d'entre eux se sont plaints, à l'occasion de la visite de ce médecin, d'un certain nombre de troubles physiques. C'est en janvier que cet homme a commencé à souffrir de sortes de convulsions. Il explique au médecin qu'il a remarqué une très nette accélération de son rythme cardiaque. Il se plaint également de ses yeux. Le souci numéro 1 de certains autres, c'est de ne pas sortir anéanti physiquement de cette épreuve. À cette fin, tous les moyens sont bons. La pratique des haltères ou des extenseurs, c'est un peu une marque de la confiance de ces hommes. Ceux-ci semblent optimistes. Difficile de dire s'ils connaissent le détail de la partie diplomatique qui se joue et dont ils sont l'objet. Ils doivent néanmoins savoir que la partie de poker engagée entre Téhéran et Washington n'a pas encore désigné de vainqueur. Alors, comme ce soldat, en attendant ce jour, il joue au dé. Des images dramatiques dans leur simplicité, dans leur quotidien. Une réunion internationale pourrait avoir lieu dès lundi prochain à Genève pour examiner l'organisation de Jeux Olympiques ailleurs qu'à Moscou. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui à Londres. Parallèlement, par contre, M. Smirnov, qui est vice-président du Comité olympique international et représentant de l'Union soviétique, se déclare, lui, très optimiste quant au bon déroulement des Jeux Olympiques. En Afghanistan, qui est à l'origine de ce problème du boycottage des Jeux Olympiques, les troupes soviétiques continuent leur offensive contre les rebelles. Les informations se font rares, les journalistes occidentaux n'étant plus admis dans le pays. Par contre, je vous propose de regarder des images présentées par la télévision soviétique sur les rapports entre l'armée russe et la population afghane. Bernard Benyami. Eh bien, si vous vous demandiez ce qui se passe réellement en Afghanistan, regardez plutôt ces images, elles sont, comme on dit, significatives. Nous assistons tout simplement à la fraternisation entre les membres de la Grande Armée Rouge et la population afghane. Les soldats soviétiques ont bien été appelés par le gouvernement de Kaboul pour l'aider à contrôler la situation dans le pays. C'est précisément ce que rapporte l'envoyé spécial de la télévision soviétique dans cette région de Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Après la distribution de vivres et de médicaments, la population locale organise même des meetings de soutien et de remerciements à l'armée rouge. Apparemment, toute la presse occidentale n'a rien compris à cette affaire. Les Afghans sont de toute évidence très heureux de la présence soviétique dans leur pays. Une question tout de même, si tout va aussi bien en Afghanistan, pourquoi donc plus de 500 000 personnes ont-elles fui le régime de Kaboul pour se réfugier au Pakistan? Sur ce point, le commentaire de la télévision soviétique n'apporte pas d'éléments de réponse, mais il est vrai que la question ne pouvait venir que d'un esprit révisionniste et impérialiste. Le Premier ministre irlandais, M. Hoey, est en visite officielle depuis ce matin en France. La France et l'Irlande sont d'accord sur la contribution britannique à la communauté européenne. Ils sont aussi d'accord pour demander à la Grande-Bretagne une solution au problème de l'Irlande du Nord. Les rapports entre les deux pays sont donc au beau fixe. Et Philippe Arroir nous brosse un portrait de M. Hoey, ce Premier ministre, dont on dit qu'il est très énergique. Le peuple irlandais considère la France comme le meilleur et le plus ancien de ses alliés européens. Ainsi parle Charles Hoey, Premier ministre de la République d'Irlande depuis 3 mois. Il a remplacé, à la surprise générale, le modéré et jugé trop timoré Jack Lynch. L'Irlande entend se doter d'un homme énergique, habile et ambitieux. 3 qualités qui habillent bien M. Hoey. Ambitieux et énergique, il l'a prouvé dans les affaires. Parti de peu, il a amassé une fortune considérable. Habile politicien, il l'a montré aussi. Il y a 10 ans, on le disait fini, alors qu'il avait été jugé et blanchi par la haute cour, accusé d'avoir vendu des armes à l'IRA. Aujourd'hui, il est à la tête du pays. La Verte Irlande a beaucoup changé en quelques années. Elle est sortie du giron britannique, s'est révélée elle-même, a pris de l'assurance, bref, s'est modernisée. Elle le doit surtout à son entrée dans le marché commun. C'est pourquoi, dans l'affaire de la contribution britannique,
Dublin épouse la thèse de Paris. Pas question de payer l'addition pour les Anglais. Le gouvernement irlandais insiste sur le fait que la solution apportée au problème ne devra en aucune façon favoriser un pays à produit national brut très élevé au détriment d'un pays comme le nôtre, dont le produit national brut est moins élevé. En 7 ans, grâce au marché commun, le revenu des agriculteurs irlandais a augmenté de 76%. Il faut dire qu'il était parti de très bas. L'Irlande, et là encore elle s'oppose à la Grande-Bretagne, ne voudrait donc pas voir diminuer la part de la politique agricole de la communauté. La politique agricole commune fait partie intégrante de la communauté. Il est évident qu'il peut y avoir des changements et il est probable qu'il faudra effectuer certaines améliorations. Mais il ne faudra en aucune façon porter atteinte aux principes fondamentaux de la communauté. Autre problème et combien délicat, l'Irlande du Nord. Pour M. Hoy, Dublin a un rôle à jouer dans la recherche d'une solution qui ne peut passer que par la réunification des deux Irlandes. Une idée que Londres voit d'un mauvais œil, l'Irlande du Nord est province britannique, et que les protestants d'Irlande du Nord rejettent violemment. Nous ferons tous les efforts possibles pour convaincre le gouvernement britannique qu'il est tout à fait nécessaire qu'un certain nombre d'initiatives soient prises et que les deux gouvernements ensemble s'attachent à apporter une solution pacifique au problème. La France et l'Irlande se rapprochent donc alors que l'Europe subit la crise et risque de traverser bientôt une période très difficile. Par les temps qui courent, chacun se dit sans doute qu'il est important de savoir compter sur ses amis. Aucune pression sur le juge d'instruction de l'affaire des terrains de Ramatuelle n'a été exercée, a estimé le Conseil supérieur de la magistrature. Terrain de Ramatuelle, c'est bien sûr le terrain du ministre M. Boulin qui s'était suicidé. C'est ce qu'a estimé donc le Conseil de la magistrature qui a été réuni aujourd'hui à l'Élysée et qui vient de faire publier ce communiqué. 3 attentats la nuit dernière en Corse, des dégâts matériels mais pas de blessés. En réaction, les 3/4 des mairies de Corse sont restées fermées aujourd'hui à l'appel des partis de la majorité et du mouvement des radicaux de gauche. Perturbations prévues demain à l'appel de la CGT dans le trafic SNCF de la banlieue parisienne. Le Conseil d'État a annulé partiellement la circulaire de M. Stoleru qui interdisait aux travailleurs immigrés la délivrance de cartes de travail à des étrangers entrés en France avec un visa de touriste et demandant ensuite la régularisation de leur situation. Ensuite, après la démission de M. Pierre Merlin, président de l'Université de Vincennes, M. Pierre Merlin qui a annoncé sa décision hier soir sur notre antenne, le rectorat de Paris a annoncé aujourd'hui qu'il pourrait nommer un président intérimaire jusqu'à la prochaine rentrée. En bref encore, hold-up dans une succursale de la BNP, place Vendôme, ce matin à Paris. Un policier a été blessé, l'un des gangsters abattu et un passant a été également légèrement atteint. À Dole, dans le Jura, après l'inculpation d'un commissaire de police et de 2 policiers qui avaient amené au commissariat des personnes ayant refusé de montrer leurs papiers, les syndicats de commissaires de police a décidé de se réunir pour examiner cette nouvelle situation créée par cette affaire. Enfin, justice, M. Jean Larcher, ancien syndicaliste policier qui avait abattu le président de son syndicat, a été condamné cet après-midi à 12 ans de réclusion criminelle. La mission de l'informatique et Antenne 2, par l'intermédiaire de M. Giraud, ministre de l'Industrie, et du président d'Antenne 2, M. Ulrich, ont lancé aujourd'hui le concours micro. Il s'agit des utilisations du micro-ordinateur dans la vie quotidienne ou dans la création artistique. Voici, avec un reportage de Georges Leclerc, ce que l'on peut faire sur le plan musical. Vous allez voir comment un clavier peut remplacer tout un orchestre, c'est assez étonnant. La musique que vous entendez en ce moment ne vient ni d'un orchestre, ni d'une bande magnétique, ni d'un disque. Ici, il n'y a pas d'instrument, l'interprète, c'est l'ordinateur. Les circuits électroniques ont analysé un par un tous les sons de ce morceau de Jean-Sébastien Bach. Chaque note, sa durée, sa hauteur, tout a été communiqué à l'ordinateur. En quelque sorte, on a placé dans la mémoire de la machine électronique l'ensemble de la partition musicale écrite par Jean-Sébastien Bach. Entre
Entre mes mains se trouve un orchestre complet, un orchestre de 32 instruments simples, comme la flûte par exemple. Il s'agit bien sûr d'une carte électronique avec des ordinateurs. Cette carte représente ce qu'on appelle un synthétiseur, c'est-à-dire qu'à partir de l'électronique, on peut synthétiser des sons. Mais ici, à l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, on peut aller beaucoup plus loin. Actuellement, en cours d'expérimentation, voici le dernier né des synthétiseurs, qui est branché actuellement là. Avec lui, on peut non seulement synthétiser des sons, mais en plus modifier des sons, des instruments ou la voix humaine. Au moyen de ces potentiomètres, je peux par exemple augmenter le timbre de certaines voix. Je peux baisser le volume, exactement comme sur un mixeur. Mais là, les opérations se font via l'ordinateur. Je peux faire quelque chose de très sec, au contraire, de très doux et très réverbérant. Pour aboutir à ce résultat, il a fallu des mois d'efforts, des torrents d'ingéniosité de la part de ces scientifiques qui mettent au point les ordinateurs instruments des musiciens de l'IRCAM. Les artistes contemporains, eux, n'ont plus peur aujourd'hui de l'ordinateur, mieux, ils s'en servent. Je pense que tous les moyens techniques peuvent apporter beaucoup parce qu'elles aident à la recherche et parfois elles stimulent l'imagination. Vous en servez beaucoup? Dans ce spectacle, oui. Si au fond de vous-même, cela vous gêne de voir cet amas de fils et de transistors remplacer l'homme dans ce qu'il a de plus profond, pensez que l'ordinateur ne sait absolument pas distinguer une cacophonie d'un opéra. Il ne fait que restituer les ordres que l'homme a placés dans ses circuits. Reste maintenant aux musiciens à apprendre à bien jouer de ce nouvel instrument. Alors, A2 première. Voilà, et si vous êtes intéressé, voici l'adresse: concours micro mission à l'informatique, 24 rue de l'Université, 75 007 Paris. Alain Decaux, reçu aujourd'hui à l'Académie française. L'historien a été aujourd'hui officiellement intronisé au fauteuil de Jean Guéhenno. Ce soir, ce n'est donc pas Alain Decaux, mais Léon Zitrone qui raconte. Pour entrer en séance, c'est André Roussin, Maurice Druon, Jean Mistler, Luc de Castres et son parrain, qui entourent Alain Decaux ainsi que son autre parrain, Jean-Jacques Gaultier et Edgar. Alain Decaux rendra d'emblée hommage à la radio, dont l'impact est parfois si grand qu'une voix peut forger l'histoire. À 22h15, vous aurez toute la séance en différé. Français, oublierions-nous que Charles de Gaulle, dont nul ne connaissait le visage, ne fut pendant 4 années qu'une voix? On a parlé souvent des défauts de l'omniprésence de la télévision, mais pourquoi ne pas souligner ses mérites? Les villes et les campagnes, oubliant leur ségrégation, les solitudes qui s'apaisent, les plus éclatants spectacles qui pénètrent jusque chez les plus déshérités, l'information immédiate qui parvient chez tous les citoyens, les enfants qui ouvrent très tôt les yeux sur le monde et se trouvent de ce fait mieux préparés aux leçons de l'école. Sans la télévision, combien auraient connu le Misanthrope, le mariage de Figaro ou les illusions perdues? Combien auraient pu admirer les tableaux de Rembrandt, comprendre l'affaire Dreyfus et en même temps visiter les fonds prodigieux des mers de notre globe? Retransmission donc ce soir de cette cérémonie à partir de 22h15 sur Antenne 2. Rapidement les résultats du tiercé. Pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer le 20, le 21 et le 6. Dans l'ordre, cela vous rapporte 10 913 francs. Dans un ordre différent, 1142 francs 50 pour 5 francs. Et rapidement, nous passons maintenant à Laurent Broumed et à la météo. Oui, bien, mauvais temps. En effet, une vague de pluie se décale vers l'est et a tendance à stagner, tandis que de l'air froid vient du nord et du nord-ouest. Il fera plus froid demain dans l'ouest. Alors rapidement, nord, nord-est, Jura, Vosges, Alpes, Provence, Corse, partout, beaucoup de nuages, des pluies, de la neige en montagne au-dessus de 1000 mètres. Sur la moitié ouest du pays, un temps un petit peu moins mauvais avec des giboulées, beaucoup de nuages, giboulées de pluie et même de grêle et même un petit peu de neige à cause de ce coup de froid. Des éclaircies tout de même, d'abord ici en Méditerranée jusqu'au delta du Rhône et puis le soir au sud de la Bretagne.
Samedi, le même type de temps continu avec un peu plus d'éclaircies tout de même dans l'ouest, très légère amélioration. Amélioration dimanche enfin, principalement sur la moitié nord du pays, un peu plus de soleil, mais des températures en baisse. Merci Laurent. Très rapidement, dernier journal donc en fin de programme avec Paul Amar et je vous souhaite simplement une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.